Aujourd'hui, dans Place, je vous propose une balade historique pleine de charme. Accompagnée de mon infatigable guide Arlette Kremer, nous sillonnerons les ruelles de Velferdin, charmant quartier de Sarreguemines. Nous découvrirons les lieux emblématiques, de jolis endroits insoupçonnés, le tout ponctué de petites surprises et d'anecdotes. Mais allons tout de suite retrouver notre invité. Bonjour Arlette. Bonjour Marie. Merci d'avoir accepté mon invitation pour la 5e fois, si je compte bien. Tout à fait. Alors je vais te représenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Voilà. Tu es donc guide pour l'Office du tourisme de Sarreguemines, vice-présidente de l'association Généalogie de Hambar et également secrétaire du club nautique Lorraine. C'est exact. Un emploi du temps bien chargé. Oh que oui. Aujourd'hui, tu m'emmènes à la découverte de Velferdin. Alors moi qui suis de Nenkirch, c'est un quartier que je connais très mal, donc je suis ravie de le découvrir avec toi. Eh bien moi je suis ravie de te le faire connaître. On va démarrer par un petit point historique et je te laisse donc la parole. Voilà. Alors nous sommes ici sur la place centrale de Velferdin. Alors l'histoire remonte très très loin dans le temps. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des Celtes et des Romains ici. Et on a retrouvé lors de fouilles des fossés et des silos à grains. Donc il y avait déjà 800 ans avant Jésus-Christ, il y avait déjà des habitants qui étaient à la fois des cultivateurs et des éleveurs. Ensuite, Émile Hubert a fait des découvertes, des recherches. On sait que c'est un grand historien, en même temps qu'un grand industriel. Et à la fin donc, du 19e, il a fait des recherches entre Velferdin et Roulin. Et il a donc découvert les restes d'une villa gallo-romaine. Okay. Cette villa gallo-romaine, dont j'ai les plans, se trouve d'ailleurs reconstituée, si l'on veut, à la maison des métiers à Roulin. Ok. Parce on l'a vu la dernière fois. Voilà. Et donc, on sait qu'il y avait déjà de la vie à ce moment-là. D'ailleurs, les Velferdinois ont toujours su qu'il y avait cette villa parce qu'il y avait des restes de pierre qui se trouvaient dans les broussailles. Et on a retrouvé également des pièces de monnaie, aussi bien dans la Sarre que là-haut, donc qui datent de l'époque romaine. Par la suite, en 1221, ce sont les moines de Tolaï qui sont venus par le Gué et qui ont colonisé, si l'on peut dire, Velferdin. Et donc, autour de leur petit prieuré, de leur petite ferme, s'est constitué le village avec une église, un moulin, enfin tout ce qu'il fallait pour attirer des gens. Et tu vas nous faire tout découvrir. Voilà, on va découvrir ça au cours de notre petit périple, oui. Et ensuite, ça a été donné donc au comte de Blieskastel. Et ça va être géré donc par ces seigneurs de Blieskastel jusqu'en 1781. On y reviendra tout à l'heure. Et au XIVe siècle, il y a eu un château qui s'est construit à Riplin, c'est-à-dire entre Ypelin et Velferdin. Riplin, oui. Okay. Il n'y a plus rien qui reste. Okay. Il était très cruel, ce comte. C'était l'époque du protestantisme, donc des luttes. Et les paysans excédés, ils ont brûlé le gibet parce qu'il y avait un Galgenberg, c'est-à-dire un gibet, qui se trouvait à peu près où il y a maintenant l'ex-entreprise Coleman. C'était le gibet. Donc ils ont tout brûlé, ils ont brûlé le château et c'était terminé. Et par la suite, il y a eu bien sûr la guerre de 30 ans, tout comme à Sarreguemines, 1618, 1648, tout a été rasé. Après la guerre, il y avait encore un habitant à Velferdin. Et donc en 1661, c'est la famille von Leyen qui va prendre la direction, toujours sous la tutelle de Blieskastel. Et c'est eux qui vont reconstruire donc ce village et le rendre nouveau, très actif, bien sûr. Ils vont mettre également en place en 1724 la maison de l'octroi, où nous sommes en face, où il y a la belle tour à côté. Tour, oui, voilà. Et donc, qui dit l'octroi, dit douane. Effectivement, Velferdin et Woestwiller faisaient partie du Saint-Empire romain germanique.
Donc on passait ici de l'Allemagne à la France, d'où le nom de la rue de France, ce que j'avais déjà expliqué dans un autre circuit. Il ne faut pas oublier qu'également en 1683, Louis XIV est passé quand il a visité les frontières. Et nous avions une tuilerie donc là-bas, en face du cimetière. Il y a maintenant, c'est la place du souvenir. Oui. Et en 1684, dans cette tuilerie, on a fait des tuiles avec le soleil et la fleur de lys est marqué 1684. Okay. Et on a retrouvé de ces tuiles sur les toits quand les maisons ont été détruites ou les toits qui ont été refaits. À Velferdin alors. Voilà. Et puis un peu plus tard, donc en 1781, les Lions vont vendre leur territoire à la France et c'est le procureur du roi de Sarreguemines qui demande au ministre des Affaires étrangères Vergennes de faire cette transaction. Donc Marianne von Lion va donner Velferdin, Blischweien, Bliesbruck et elle obtiendra une rente de 100 000 francs par an et son fils obtiendra également un pactole. En 1782, donc un an après, l'État français fait de Velferdin une baronnie et Vergennes devient donc le baron de Velferdin. Il transmettra ce titre à son fils, bien sûr. Et puis, mais la différence, c'est qu'ils ne sont jamais venus à Sarreguemines, ils ont dirigé ça de Paris. D'accord. Et puis ensuite, on a la Révolution française, 1789, où il y a tous les dégâts, j'en parlerai tout à l'heure. Puis ensuite, l'histoire continue avec la guerre de 1870-71, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Et en 1964, Velferdin a été rattaché à Sarreguemines, tout comme Neunkirch. Ok. Voilà. Et c'est devenu un quartier de Sarreguemines. Un quartier à part entière de Sarreguemines. Alors, sais-tu comment on nomme les Velferdingeois? Ils ont un petit surnom. Oui, des carottes, les carottes. Oui, alors en plate, c'est... Ah ben je l'ai pas noté. Je te propose d'aller le découvrir tout de suite dans notre pastille du jour. Die Velferdinger Kellerive. C'était le sobriquet des habitants de Velferdin. En français, les carottes de Velferdin. Il paraît que les Velferdingeois mangeaient des carottes tous les jours. Cette ancienne commune, devenue quartier de Sarreguemines en 1964, est riche d'une longue histoire. Et c'est à travers l'association des citoyens de Velferdin que ses résidents affirment leur appartenance. Quand on est né carotte, on le reste. Et pour le faire savoir, depuis quelques années, la fête des carottes marque ici le début de l'été et on y retrouve pour un temps l'ambiance du village à l'ombre des grands arbres de la place de la Fontaine. Nous sommes devant la maison de la dîme. La dîme, on le rappelle, c'était un impôt du Moyen-Âge, mais tu vas nous en apprendre plus. Oui, la dîme, c'était la 10e partie du revenu. C'était un impôt que payait tout le monde sur son revenu au clergé. Alors, au départ, il y a eu effectivement une maison de la dîme qui a été construite, mais quand les von Lion sont venus au XVIIe siècle, ils ont construit un hôtel seigneurial. Et ils l'ont construit sur cette maison de la dîme. Mais on a gardé le mot de maison de la dîme. Alors, pourquoi cet hôtel seigneurial? Comme tu vois, il y a des arches. Donc, sous les arches se tenaient les marchés. D'accord. Voilà. Et puis en haut, il y avait donc des appartements. Et puis tout en haut, donc les greniers pour mettre les grains, etc. Voilà. Alors, cet hôtel seigneurial, ou la maison de la dîme, avait 17 mètres de large, 27 mètres de long et 10 mètres de haut. Et on se battait à cette époque-là avec l'église parce que chacun voulait avoir la plus grande hauteur, si tu veux. Au final, c'est l'église qui est plus haute alors. Et l'église qui était la plus haute. Cette maison de la dîme a également servi comme hôpital après 1796 et l'église avait servi d'entrepôt. Et entre la maison de la dîme et l'église, il y avait le premier cimetière qui a donc été enlevé et on a mis tout ce qu'on a trouvé dans le nouveau cimetière
ou sous l'ancienne église, mais ça on en reparlera plus tard. Cette maison de la dîme donc a été ensuite, durant la Révolution, eh bien, les biens ont été pris, vu que c'était aux nobles ou au clergé. Et c'est ça a été racheté par après par un certain Larbalétrier et qui ensuite l'a revendu à des boulangers et c'est devenu une boulangerie. L'avant-dernier boulanger, c'était M. Bricat, qui avait déjà rabaissé un petit peu cette maison de la dîme suite à un incendie. Et maintenant, eh bien, donc, ça avait été racheté donc, par la ville après, mais c'était un peu une ruine. Et il a fallu attendre que M. Auwert, père, le rachète et reconstruise un petit peu cette maison avec les arches. Il a conservé un petit peu ces arches et ce sont d'ailleurs des restaurateurs de la pierre qui ont restauré tout l'avant. Mais c'est très réussi voilà. En plus. Et donc maintenant, eh bien, c'est une boulangerie moderne. L'église Saint-Walfrid a elle aussi une histoire particulière, est-ce que tu peux me la raconter? Oui, alors quand les moines de Tolaï sont arrivés en 1221, eh bien, ils vont construire également une église. Et cette église était donc très ancienne, du style néo-gothique. D'ailleurs, on le voit, il y a les meurtrières, etc. Et ensuite, eh bien, comme je disais tout à l'heure, il y a eu donc la maison de la dîme qui a été transformée en hôpital et on a pris ça comme entrepôt. Et donc, ça a été abîmé, on a enlevé ici le cimetière et en 1802, on pense déjà à reconstruire cette église suite au Concordat. Et finalement, eh bien, on n'a pas l'argent nécessaire, il faudra attendre 1812, 1814 pour que cette église soit reconstruite, mais on a gardé en dessous du clocher, donc on voit encore les meurtrières, 2 meurtrières de l'ancienne église. Alors tu me diras, qu'a-t-on fait avec les morts qui étaient ici? Eh bien, une partie est allée au nouveau cimetière et le reste a été mis dans un ossuaire sous l'ancienne église. Donc sous cette église, eh bien, il y a un ossuaire avec les morts de l'époque. D'accord. Nous nous sommes déplacés à quelques mètres devant ce qu'était le prieuré des moines de Tollet, enfin ce qu'il en reste. Oui, oui. Dis-moi un petit peu, qui étaient ces moines? Alors, les moines de Tolaï, ce sont des moines de Saint-Benoît qui viennent, c'est Saint-Benoît qui a créé l'ordre et ils sont donc arrivés par le Gué, donc de l'Allemagne, on verra le Gué tout à l'heure, et donc ils se sont installés ici. Et ils ont donc construit un habitat, si l'on peut. Mais cet habitat a été, le vrai prieuré a été construit beaucoup plus tard. D'ailleurs, on a à l'intérieur un bâtiment communément appelé la chapelle, où il y a la date de 1718. Et ce bâtiment a été conservé parce qu'il faut savoir que ce beau bâtiment, eh bien, il devait être conservé, du moins l'apparence extérieure, malheureusement très vieux, miné par les eaux, etc. Au premier coup de pelle, eh bien, tout s'est effondré. Oui, il devait être réhabilité de base. Oui, voilà. Et donc là maintenant, il faut voir ce qui va en être. Et donc, juste pour te lire, dans cette petite chapelle, enfin appelée chapelle, c'était une grande maison composée d'une avant-cour, d'une cave, d'une cuisine, d'une salle et de 4 chambres au rez-de-chaussée, de 3 grandes salles et 3 chambres au premier, avec des greniers au-dessus. Derrière la maison se trouvait un bâtiment séparé avec des écuries. Et puis, il y avait une belle loge, et c'est la description du bâtiment lors de la vente des biens nationaux en 1793. Parce que, comme pour la maison de la dîme, avec la Révolution française, eh bien, ces biens ont été pris donc, par l'État. Et à nouveau, c'est le même Larbalétrier qui les a rachetés après. Et ensuite, eh bien, il y a eu un monsieur Lacour qui a créé une entreprise de peluche, enfin de soie, pour faire les chapeaux. On en avait parlé lors de la ville avec M. Émile Hubert. Et ensuite, ça a été M. Kromenacker qui l'a acheté. M. Kromenacker a fait du prieuré des appartements. Hein, bon, pas très confortables, mais enfin, c'était des appartements. Et c'est lui qui a eu la première automobile
de la ville, enfin si on prend maintenant Sarreguemines en entier. D'accord. Cette automobile d'ailleurs, une de Dietrich, il en a fait don au musée. Et donc de temps en temps, le musée, à des grandes occasions, on la ressort. Le musée de Sarreguemines? Oui, oui, le musée de Sarreguemines, il en a fait don. Et par la suite, eh bien, ces différentes familles qui ont eu ce bâtiment, ils n'ont pas su trop le gérer jusqu'à ce que donc, la ville le rachète et ensuite M. Auwert. Donc maintenant, il faut attendre pour voir ce qui va se passer. C'était un très beau lieu, il y avait beaucoup d'arbres, donc on peut faire de belles choses. Oui, parce qu'il y a un grand jardin. Il y a un grand derrière, jardin, voilà. D'ailleurs, on va le longer tout à l'heure. Ok, bon, on y va alors. Oui. Voici une des 2 maisons les plus anciennes de Velferdin. Quel âge a-t-elle celle-ci? Alors celle-ci, elle date de 1792 et on va en voir une encore un peu plus ancienne qui date de 1685. C'est vraiment la rue où il y a les 2 plus anciennes maisons de Velferdin. Ici, on est devant la plus ancienne maison, 1685, et c'est quand on a abattu le mur qui était devant qu'on a découvert cette magnifique maison à colombage qui a été donc restaurée. Mais cette maison a une autre histoire, c'est-à-dire que là-bas, au fond, à gauche, il y a une porte. Et cette porte mène dans une cave souterraine. Et c'est là qu'il y avait, pendant la Révolution française, les curés de Velferdin qui étaient cachés et qui célébraient quelquefois même la messe. Parce qu'on sait que la Révolution française, eh bien, elle raccourcissait d'une tête tout ce qui était noble et clergé. Sur la route de Großbittersdorf, en levant un petit peu la tête, on peut admirer cette maison à colombage. Alors comme quoi, il n'y en a pas seulement en Alsace, il y en a même à Sarreguemines. Oui. Eh bien, c'est en 1981, quand M. Redel avait acheté cette maison, quand il a enlevé le crépi, qu'il a découvert ce magnifique colombage. Et le colombage, eh bien, c'est un assemblement de poutres sans clous, sans quoi que ce soit. Et entre les 2 parois, eh bien, on met du torchis. Et les historiens ont cadré cette maison au XVIIIe siècle, vers 1750. Et on suppose, mais on ne le sait pas, que sans doute il y a encore d'autres maisons, peut-être rue de Grossbly, où il y a du colombage en dessous. Mais partout il y a du crépi, mais ça, bon, on ne peut pas tout détruire. Bah, heureusement qu'ils ont gardé ça, oui. parce que c'est vraiment beau et puis c'est vraiment bien restauré elle aussi. est très très belle. Voici une bâtisse bien connue de tous. On y mange très bien, n'est-ce pas? Oui. On y a d'ailleurs consacré tout un numéro de Hopla. Mais rappelle-nous brièvement son histoire. Alors, l'auberge Saint-Walfried, eh bien, c'est l'ancienne ferme des moines bénédictins de Tolaï. Donc, construit à peu près vers 1711. Et donc, ça a servi de ferme parce que, parfois, il fallait bien nourrir les moines, etc. Et ensuite, eh bien, ça a été réquisitionné à nouveau par la Révolution française. Alors, en 1793, eh bien, un certain Kessler de Ypelin va racheter l'ancienne ferme et en faire une auberge. Et ensuite, il faudra attendre donc à la fin du 19e siècle, vers 1886, où l'ancêtre Bock, Joseph Bock, va acheter l'ensemble. Il continuera également à en faire une auberge. Il faut savoir aussi qu'avec la création du canal en 1865, eh bien, les péniches étaient tirées d'abord par les familles et ensuite par les chevaux. Eh bien, cette ferme était également une halte de chevaux, c'est-à-dire où on échangeait l'attelage, bien sûr. Et donc, par la suite, eh bien, en 1960, eh bien, ça s'appellera la caverne d'Ali Baba. Tous les anciens comme moi se souviennent de cette auberge où à Carnaval, on allait danser dans une caverne, entre guillemets, fait comme une caverne, avec du papier crèche. Mon Dieu, si ça avait flambé là-dedans. Mais bon, tout Sarreguemines venait s'y amuser. Et par la suite, eh bien, en 1970, c'est devenu l'auberge Saint-Walfried, avec donc la lignée donc, de Saint-Walfried, des fameux chef étoilé, obtenu une étoile, et donc ça a été ensuite prolongé par une suite bien sûr hôtelière.
Donc là, tu nous as fait descendre pour arriver près du canal. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous montrer ici? Alors, le canal, eh bien, si on se rappelle l'histoire de la faïencerie de Sarreguemines, eh bien, on découvre vers 1860, on découvre les mines de charbon autour de Petite-Rosselle, Forbach, Frémin et bien sûr en Sarre. Et le charbon était beaucoup plus intéressant pour nous pour chauffer les fours. Mais le problème était comment acheminer ce charbon sur Sarreguemines. On n'avait pas de voiture, on n'avait pas de train, etc. Et donc Alexandre de Geiger va partir devant le Parlement français à Paris et va leur dire Sarreguemines a besoin d'un canal et d'un chemin de fer. Et en 1865, 5 ans après, eh bien, au mois de mai, la première péniche descend de la Blise sur ce canal. Et ce canal, il a un avantage, il va nous relier à tous les canaux de France et va ouvrir la porte aux exportations pour la faïencerie vers le nord, le sud, l'est et l'ouest, c'est-à-dire les États-Unis, l'Afrique du Sud, etc., par le jeu des canaux. Et donc on a ici le canal et la Sarre est de l'autre côté. Nous sommes passés de l'autre côté du canal et donc derrière nous, nous avons l'Allemagne. Oui. Et que voulais-tu nous montrer? Alors ici, c'est l'ancien gué. Effectivement, on pouvait traverser à pied d'ici vers Hannweiler. Hein. Et Hannweiler avait, on le voit encore un petit peu là-bas, eh bien c'était leur plage. Hein. Ils avaient du sable et on pouvait se baigner. Hein. Et dans le temps, eh bien les femmes de Velferdin, c'était leur coin de laverie. Hein. Elles lavaient leur linge ici et là, elles étendaient le linge sous les arbres pour le sécher. D'accord. Alors aujourd'hui, on ne va pas s'y risquer de faire la traversée. Ah non, aujourd'hui, ce n'est plus du tout un gué. C'est plus profond maintenant. Et surtout, depuis le moulin, avec les turbines, il y a des remous et c'est dangereux. Alors maintenant, nous nous trouvons sur la pointe entre le canal et la Sarre derrière nous et tu voulais nous présenter l'ancien moulin. Voilà. Alors, le moulin eh bien, a été déjà dès le départ construit par les moines parce qu'il fallait un moulin pour moudre le blé. Alors, c'est le plus ancien moulin banal que l'on connaisse. D'accord. Hein, banal, banalité. Hein. Au Moyen-Âge, les gens payaient la dîme, le cens, la taille et les banalités, c'est-à-dire un droit pour traverser un pont, un droit pour utiliser le four, un droit pour utiliser le moulin, etc. Donc le moulin tel que nous le voyons, enfin ce qu'il en reste encore ici, eh bien, date environ de 1714. Hein, il a été reconstruit, etc. Donc on a pris plusieurs photos dont on voit l'évolution. Et bien sûr, à la Révolution française, de nouveau, eh bien, ça a été repris, bien sûr, par l'État. Et qui l'a racheté après, eh bien c'est nouveau notre l'arbalétrier. Le fameux. Le fameux, qui lui va le vendre en 1843 à la famille Gupp. La famille Gupp qui en est restée propriétaire jusqu'au bout. Le fils Gupp fera même là-bas dans la Maison Bleue que tu vois, une usine de pâtes. Hein, mais bon, ça va disparaître très bientôt. Et ensuite, donc, ils vont vendre ce moulin et qui, en 1983, eh bien, va flamber. Effectivement, c'était une ruine, entre guillemets, et donc il va flamber en 1983. Et donc, un entrepreneur va racheter l'ensemble et construire ce fameux édifice. Cette résidence, oui, où il y a de multiples appartements. Avec, bien sûr, on est au bord de la Sarre, au bord du canal. Quand il y a des inondations, eh bien, il faut libérer les garages. Alors là, tu vois qu'on a encore des restes du pont, pas du pont-levis, mais de la grue, où les bateaux, les péniches restaient en dessous et déchargeaient au moulin. D'accord. Voilà. Et ensuite, eh bien, au début du XXe siècle, tu vois qu'ici, il y a une centrale hydraulique. Eh bien, ça a été racheté par des Allemands. Et dès 1908, eh bien, on fabriquait de l'électricité pour Velferdin et Hannweiler. Et maintenant encore, c'est une petite centrale électrique. Ah, donc c'est toujours en c'est entretenu tous les mois. Il y a quelqu'un qui vient, qui nettoie les grilles. Voilà. Alors là, tu nous as fait monter la ruelle au coin du restaurant Le Petit Thierry, où on y mange aussi très bien, par ailleurs. Velferdin a la chance d'avoir 2 restaurants gastronomiques. Et nous voici devant, en dessous d'un pont.
Et au-dessus, eh bien, il y a la voie de chemin de fer. La première voie qui venait de Bénin à Sarreguemines en décembre 1865. On revient toujours dans la même boucle. D'accord, donc à la même période que le canal. Voilà. Ok. Alors on a grimpé encore un petit peu plus haut, chemin de la Vierge. Alors pourquoi cette Vierge est-elle à cet emplacement aussi haut? Voilà. Eh bien, tu as bien dit, on a grimpé. Eh bien, parce qu'elle domine là tout Belfordin. Alors, quelle est son histoire? Eh bien, en 1944, les bombes pleuvent sur Belfordin. Les gens sont dans la galerie de la Champignonnière, dans les carrières, et ils prient la Vierge pour être donc sains et saufs après la guerre. Et ils promettent donc d'ériger une statue en son honneur. Après la guerre, eh bien, ils veulent accomplir ce vœu. Mais où la mettre? Alors d'abord, ils pensent à la mettre de l'autre côté, là où tu vois là-haut, le Hauberg. D'accord. Mais finalement, on ne se met pas d'accord. Et c'est le boucher Philgraphe qui va donner ce terrain et elle sera donc installée ici. Elle sera inaugurée en 1954 par le prieur de Tolaï, qui va venir. Et en 1983, eh bien, des habitants vont faire ces escaliers pour qu'on ait un accès un peu plus simple. Parce qu'à l'époque, il y avait des cérémonies qui se passaient, bon, tout ça, c'est parti dans l'oubli. Mais si tu regardes Marie, cette Vierge qui pèse 4 tonnes et qui a 4,50 m de haut, a quelque chose de particulier. Est-ce que tu le vois? Alors, je vais tricher, parce que tu me l'as dit, je l'ai entendu, c'est au niveau des cheveux. Voilà, elle a des tresses. C'est la seule Vierge qui a des tresses. On pense que c'était peut-être le modèle du sculpteur, que cette dame ou sa fille, ou peu importe, avait des tresses. Et donc, ça rappelle un peu l'Autriche aussi, la Bavière, où on a des tresses. Alors, elle est telle qu'elle avait été en 1954, mais il y a quelques années, à la Hexennacht, eh bien, des vandales lui ont cassé les mains. Ah bon? Oui. On en a retrouvé une, mais pas la deuxième. Donc, les mains ont été reconstituées par après. Donc, c'est la seule chose qui est nouveau pour la Vierge. Nous arrivons donc à la fin de notre périple. Derrière l'actuelle maison du quartier, on y trouve une petite bâtisse qui était autrefois une prison. Alors elle est vraiment toute petite, pas plus grande qu'un abri de jardin. On pouvait y loger combien de prisonniers? Une seule. Une seule. Voilà, effectivement, la geôle est de l'autre côté. Et la prison date de 1811. Et on a retrouvé dans les archives à Sarreguemines un mot de la conciergerie de la maison d'arrêt de Sarreguemines, comme quoi en 1816, eh bien, une jeune femme a été arrêtée et elle a été mise dans cette geôle, motif vagabondage. D'accord. Donc, il ne devait pas y avoir beaucoup de prisonniers là-dedans. Alors, elle était tombée en désuétude, cette maison. Et puis, donc, la ville l'a retapée. Et donc, elle servait d'abri pour les gens qui habitaient ici, pour mettre les affaires de jardin en bas. Ah, ben voilà. Et puis maintenant, par exemple, l'AVOA, l'association belfarnageoise des Amis de l'Histoire et de l'Archéologie, eh bien, ils peuvent également déposer en haut des archives, etc. D'accord. Merci beaucoup Arlette de m'avoir encore une nouvelle fois accompagnée lors de cette balade. C'est toujours un plaisir de partager ce moment avec toi. Et mine de rien, on a fait quelques petits kilomètres, non? Ah, tout à fait, avec un petit froid quand même. Oui, c'est vrai qu'il faisait froid. On était bien couverts, heureusement. Ben, moi aussi, ça a été un grand plaisir de te faire découvrir Belfordin et puis bien sûr également à nos auditeurs par après. Je te dis à bientôt peut-être. À bientôt peut-être. De mon côté, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures. Et hop là!